Je suis un passionné de voitures électriques. Je regarde les chiffres de vente comme d'autres regardent le sport. Alors quand une marque chinoise, que personne ne prenait vraiment au sérieux, dépasse Tesla dans le monde entier, ça mérite qu'on s'arrête. En 2025, BYD a dépassé Tesla dans les ventes mondiales de véhicules électriques purs. 2,26 millions d'unités contre 1,64 million. Un écart de plus de 600 000 voitures. Et sans une seule vente officielle au détail aux États-Unis. Pourtant, à peine 2 ans plus tôt, en octobre 2023, la Commission européenne ouvrait une enquête contre BYD pour soupçon de subvention d'État. Et dès 2024, l'entreprise se voyait infliger un droit compensateur de 17%, en plus des 10% de base déjà appliqués à toutes les voitures importées. Bruxelles avait décidé de freiner BYD avant même qu'elle ne prenne son envol. Résultat, les immatriculations de BYD en Europe ont malgré tout bondi de 268,6% en 2025, tandis que Tesla reculait de 37,9% dans l'Union européenne. En parallèle, Volkswagen, BMW et Mercedes encaissaient une chute de leurs ventes en Chine de 30 à 41% sur un seul trimestre. Et Volkswagen annonçait la suppression de jusqu'à 100 000 emplois et la fermeture de 4 usines en Allemagne. Comment une entreprise que la moitié de l'Europe a tenté de ralentir a-t-elle fini par dépasser tout le monde? Dans les minutes qui viennent, on va comprendre ce qui se cache réellement derrière le prix de BYD, la subvention ou l'ingénierie, et pourquoi cette réponse change déjà ce qu'on trouvera demain dans les concessions européennes. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir bien avant les droits de douane, bien avant Tesla même. BYD n'a jamais été pensée pour l'automobile. L'entreprise, née le 10 février 1995, fondée par Wang Chuanfu comme simple fabricant de batteries au nickel-cadmium. À l'époque, on parle d'une usine chinoise parmi d'autres, pas d'un futur concurrent des géants allemands. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le cœur du métier de BYD, la maîtrise de la batterie, précède de 8 ans son entrée dans l'automobile. En 2003, l'entreprise rachète un constructeur automobile chinois et bascule vers les véhicules. Sur le papier, ça ressemble à une diversification hasardeuse. Une entreprise de piles qui se met à fabriquer des voitures, ça n'a rien d'évident. Et pourtant, en 2008, quelqu'un y croit sérieusement. Pas un fonds spéculatif chinois, pas un pari politique. Warren Buffett. Berkshire Hathaway investit 230 millions de dollars pour environ 10% du capital de BYD. À l'époque, c'est perçu comme une curiosité dans le portefeuille de Buffett, presque un pari personnel sur une entreprise obscure. Gardez ce nom en tête, Buffett, parce qu'on va y revenir plus tard dans ce récit, et ce qu'il en fera dira long sur la suite. Il faut ensuite attendre 14 ans pour que BYD pose vraiment un pied en Europe. Le 28 septembre 2022, l'entreprise dévoile ses premiers modèles pour le marché européen. L'Atto 3, la Han et la Tang. Les livraisons démarrent d'abord en Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, avant de s'étendre à la France, puis au Royaume-Uni. En mars 2023, les ventes de l'Atto 3 démarrent outre-Manche à partir de 36 490 livres sterling. À l'époque, ce prix ne fait sursauter personne. Ce n'est pas une offensive tarifaire agressive, ce n'est pas le signal d'une révolution imminente. C'est juste une marque chinoise de plus qui tente sa chance sur un marché saturé de constructeurs établis. Sauf qu'un an plus tard à peine, Bruxelles ne regarde plus BYD avec indifférence. La Commission européenne ouvre une enquête officielle. Pourquoi une entreprise qui vendait tranquillement quelques milligers de voitures à prix normal a-t-elle suffi à inquiéter tout un continent? Et si Warren Buffett avait vu juste dès 1995, ou plutôt dès 2008, qu'est-ce que l'Europe avait, elle, mis 15 ans à comprendre? C'est exactement ce que la Commission va découvrir en ouvrant son dossier. Et c'est là que commence la suite de cette histoire. Pendant que je regardais ce prix de lancement de l'Atto 3 au Royaume-Uni, à Bruxelles, quelqu'un d'autre le regardait aussi, et pas avec le même enthousiasme. En octobre 2023, la Commission européenne ouvre une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques à batterie importés de Chine. 3 constructeurs sont choisis comme échantillons représentatifs: BYD, Geely et SAIC.
Ce n'est pas une enquête sur un produit isolé, c'est un examen de toute une chaîne industrielle, depuis les mines jusqu'aux usines d'assemblage. Et pour moi, c'est déjà le signal que Bruxelles a compris quelque chose d'important. Ce marché ne va plus rester marginal très longtemps. Ce que la Commission découvre, sur le papier, ressemble à un manuel classique de politique industrielle d'État. Des subventions directes sous forme de subventions publiques. Des prêts préférentiels accordés par des banques d'État chinoises à des taux que n'importe quel constructeur européen aimerait obtenir. Des allègements fiscaux ciblés et surtout un accès à des matières premières et des composants à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Sur le papier, c'est un dossier solide. Mais retenez bien cette liste, parce que plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi elle ne raconte pas toute l'histoire. Bruxelles ne traîne pas. Des droits de douane provisoires entrent en vigueur dès le 5 juillet 2024. Une réaction rapide pour une procédure européenne. Puis, le 30 octobre 2024, les droits définitifs sont publiés et s'appliquent pour 5 ans complets. Les taux ne sont pas uniformes. BYD écope de 17%, Geely d'environ 19%, et SAIC, jugé le moins coopératif dans l'enquête, se retrouve avec 35 à 37%. Et ces chiffres s'additionnent à la taxe douanière de base de 10% que l'Union applique déjà à tout véhicule importé. Pour BYD, cela veut dire qu'un modèle vendu en Europe supporte au total près de 27% de taxes à l'entrée. Mais le plus révélateur, ce n'est pas la décision elle-même, c'est le vote qui l'a précédée. Le 4 octobre 2024, les 27 États membres se prononcent et le résultat ressemble davantage à une fracture qu'à un consensus. 10 pays votent pour, 5 votent contre et 12 s'abstiennent. 12 abstentions sur 27, ça n'est pas de l'indécision technique. C'est un aveu que personne, à l'intérieur de l'Union, n'est vraiment certain que cette mesure serve les intérêts de tout le monde de la même façon. Et parmi les 5 pays qui votent contre, il y a l'Allemagne, celle qu'on attendrait en première ligne pour défendre son industrie automobile. Le chancelier Olaf Scholz mobilise ses pouvoirs pour forcer ses partenaires de coalition à voter contre les droits de douane. La raison est simple et brutale. Les constructeurs allemands réalisent environ un tiers de leurs ventes en Chine. Volkswagen, Mercedes, BMW ne craignent pas seulement de perdre des parts de marché européens face à BYD, ils craignent surtout des représailles chinoises sur leur marché le plus lucratif. C'est un dilemme que je trouve fascinant. Protéger l'Europe risque de coûter cher en Chine. Et la crainte se confirme presque immédiatement. Pékin riposte en ouvrant des enquêtes anti-dumping contre le porc, le cognac et les produits laitiers européens. Le brandy européen, visant en priorité le cognac français, écope de droits définitifs allant jusqu'à 34,9%. Le porc subit des taxes provisoires atteignant 62,4% avant d'être réduites. Et fin 2025, les produits laitiers européens se voient imposer jusqu'à 42,7%. Ce n'est plus une guerre commerciale théorique sur les voitures électriques. C'est un conflit qui touche des éleveurs français, des producteurs de lait allemands, des exportateurs de spiritueux, des filières entières prises entre deux capitales qui négocient à coups de tarifs. Sur le papier, en octobre 2024, l'Europe vient donc de construire un mur tarifaire précis, gradué, légalement encadré pour 5 ans. Un mur pensé spécifiquement pour ralentir BYD, le constructeur le plus visible de cette vague chinoise. Et pourtant, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour moi. L'année qui suit cette décision ne va pas être une année de recul pour BYD. Ce sera au contraire son année la plus explosive sur le sol européen. Alors la question que je me pose, et que vous devriez vous poser aussi, si ce mur a été construit précisément pour arrêter cette entreprise, pourquoi 2025 s'est-elle transformée en record plutôt qu'en crise ? Les pourcentages que la Commission européenne a publiés après le vote du 4 octobre 2024 auraient dû, sur le papier, freiner net l'élan de BYD. Une pénalité de 17% n'est pas symbolique. Sur un véhicule vendu 25 000 €, ça représente plus de 4 000 € de marge à trouver ailleurs. Et pourtant, en 2025, quelque chose ne colle pas avec le scénario que Bruxelles avait imaginé. Les chiffres d'immatriculation qui tombent cette année-là racontent une histoire totalement différente de celle qu'on nous avait vendue.
Sur l'ensemble de l'Europe, les immatriculations BYD explosent de 268,6% en 2025. On passe de 50 912 véhicules en 2024 à 187 657 un an plus tard. Rien que dans les pays de l'Union, la progression atteint 227,8% avec 128 827 voitures immatriculées contre 39 303 l'année précédente. Ce n'est pas une croissance de start-up qui part de rien. C'est une multiplication par plus de 3 d'un volume déjà réel en pleine application des droits compensateurs. Moi, ça me laisse perplexe. Pas déçu, perplexe. Et pendant que BYD grimpe, Tesla, elle, s'effondre littéralement sur le même territoire. Dans l'Union européenne, les immatriculations Tesla chutent de 37,9% en 2025, tombant à 150 504 unités contre 242 436 l'année d'avant. Vous voyez le contraste? Un constructeur américain sans droit de douane punitif qui perd près de 40% de ses ventes et un constructeur chinois qui, malgré une taxe de 17%, en gagne près de 270%. Si les pourcentages seuls ne vous parlent pas, dites-vous que l'écart entre les deux trajectoires dépasse les 300 points en un an. C'est du jamais vu à cette échelle. Le troisième trimestre 2025 confirme que ce n'est pas un accident statistique isolé. Entre juillet et septembre, les ventes de BYD en Europe progressent de 284%. 48 336 véhicules vendus sur ces 3 mois seulement. La marque décroche 4,8% de part de marché sur les véhicules électriques et se hisse à la 7e place parmi tous les constructeurs du secteur. 7 mois plus tôt, personne dans l'industrie ne l'aurait classée dans le top 10. Maintenant, elle y est installée et elle continue de grimper trimestre après trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, la tendance se confirme encore. BYD atteint 4,4% de part de marché sur les véhicules électriques en Europe, avec une croissance de 302,6% sur un an. C'est, selon les données disponibles, le rythme de progression le plus rapide parmi les 10 plus grandes marques électriques du continent, devant tous les constructeurs européens, devant les Coréens, devant tout le monde. Franchement, en tant que passionné de véhicules électriques, je trouve ce genre de chiffres presque irréels à absorber en une seule lecture. Je dois être honnête avec vous sur un point important. Aucune des sources que j'ai croisées n'établit un lien de cause à effet direct entre les droits de douane et cette envolée des ventes. Personne ne démontre que la taxe a, d'une manière ou d'une autre, dopé la demande. Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est un simple fait chronologique. La croissance s'est poursuivie malgré la pénalité, pas grâce à elle, ni contre elle de façon prouvée. La nuance compte, et je préfère vous la donner plutôt que de vous vendre une explication toute faite. Ce qui reste, une fois qu'on écarte les explications faciles, c'est une question qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Comment un constructeur soumis à une surtaxe de 17%, en plus des 10% déjà appliqués par l'Union à tout véhicule importé, arrive-t-il à vendre à des prix qui restent compétitifs face à des rivaux non taxés comme Renault ou Citroën? Soit BYD absorbe une perte énorme sur chaque unité vendue en Europe, soit il existe un mécanisme concret, structurel, qui neutralise une partie de cette taxe avant même qu'elle ne s'applique. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant que je trouve personnellement fascinant. Parce que la réponse ne se trouve pas dans un bilan comptable, ni dans une stratégie marketing. Elle se trouve littéralement en train de sortir de terre à Szeged, en Hongrie. Si vous étiez BYD en 2024, avec un mur tarifaire de 17% qui vient de se dresser devant vos voitures les moins chères, que feriez-vous? Moi, à leur place, j'aurais peut-être ralenti, réévalué, attendu. BYD, elle, a fait l'inverse. Elle a annoncé un site de production. Le 22 décembre 2023, quelques mois seulement après le début de l'enquête anti-subvention de Bruxelles, l'entreprise dévoile son projet d'usine à Szeged, en Hongrie. Le message est limpide. Si l'Europe taxe l'importation, alors on va construire à l'intérieur. Et ce n'est pas un geste symbolique. Les investissements annoncés atteignent jusqu'à 4 milliards d'euros. Une somme qui, à elle seule, en dit long sur l'ambition. La capacité de départ est fixée à 150 000 véhicules par an, avec une trajectoire vers 300 000. À pleine puissance, le site doit employer jusqu'à 10 000 personnes. Ce qui me frappe, c'est l'échelle.
Ce n'est pas une usine d'assemblage symbolique pour contourner une taxe, c'est une base industrielle pensée pour durer des années. Bien sûr, la réalité industrielle a rattrapé le calendrier politique. La production d'essais des véhicules particuliers, initialement prévue fin 2025, n'a démarré qu'au premier trimestre 2026. La production de masse, elle, est repoussée au deuxième trimestre 2026. Un glissement de plusieurs mois. Rien de dramatique en soi, mais un rappel que même une entreprise aussi rapide que BYD se heurte au délai réel du BTP, des chaînes d'approvisionnement, de la mise en route d'une chaîne de montage neuve sur un sol qu'elle ne maîtrisait pas encore. Les premiers modèles choisis pour sortir de Szeged ne sont pas anodins. La Dolphin Surf, connue en Chine sous le nom de Seagull, et le petit SUV Atto 2, tous deux déclinés en version électrique et hybride. Ce sont précisément les modèles d'entrée de gamme, ceux que les pourcentages de pénalités douanières touchent le plus durement en valeur relative. Localiser leur assemblage, c'est attaquer directement le point où la taxe fait le plus mal. Mais produire des voitures ne sert à rien si personne ne peut les acheter en concession. Là aussi, BYD avance vite. Le plan est de porter le réseau de distribution à environ 1000 points de vente fin 2025, puis à 2000 dès 2026, répartis sur 29 marchés européens. Et pour accélérer encore, l'entreprise négocie avec Stellantis. Oui, le géant né de la fusion PSA Fiat Chrysler, la location d'usines sous-utilisées, notamment en Italie. On parle d'un constructeur chinois qui loue des murs à un constructeur historique européen. Il y a 10 ans, cette phrase aurait semblé absurde. Ce déploiement ne s'est pas fait sans à-coups ailleurs. En Turquie, à Manisa, BYD avait prévu un site d'1 milliard de dollars profitant de l'union douanière turco-européenne pour exporter sans droit de douane. Mi-2026, ce projet est de fait gelé. La construction n'a pas commencé, la Turquie a suspendu ses avantages fiscaux et menace même d'en exiger le remboursement. Selon plusieurs relais, la priorité de BYD s'est clairement déplacée vers la Hongrie. Un pari abandonné, un autre renforcé. Et il faut le dire honnêtement, ce succès hongrois n'est pas totalement à l'abri des soupçons qui ont déclenché toute cette histoire. La Commission européenne enquête séparément pour savoir si l'usine de Szeged elle-même n'a pas bénéficié d'un soutien public chinois illégal. Autrement dit, le contournement de la taxe fait à son tour l'objet d'un examen. La boucle politique ne se referme jamais complètement. Alors oui, sur le papier, la localisation résout le problème tarifaire. Produire en Hongrie, c'est échapper aux droits de douane appliqués à l'importation. Mais franchement, ça ne répond pas à la vraie question qui me trotte dans la tête depuis le début de cet acte. Comment une entreprise trouve-t-elle au même moment les moyens de construire une usine à 4 milliards d'euros, de doubler son réseau de concessionnaires sur tout un continent et de vendre ses voitures moins chères que ses concurrents européens? Ce n'est pas juste une question de stratégie commerciale, c'est une question de trésorerie, de marge, de structure de coûts. Et la réponse ne se trouve pas dans un communiqué de presse hongrois. Elle se trouve ailleurs, dans l'architecture même de l'entreprise. Parce que BYD n'achète pas la majorité des pièces qui composent ses voitures. Elle les fabrique elle-même. Voilà ce qui me fascine vraiment dans cette histoire, et ce qui change tout dans ma façon de voir BYD. L'arme secrète n'est pas une subvention chinoise planquée dans un coin, c'est une architecture industrielle entière. BYD fabrique elle-même environ 80% des composants clés de ses véhicules. Batteries, semi-conducteurs, une bonne partie de l'électronique, via des filiales comme FinDreams. Et ça remonte jusqu'aux mines de lithium, y compris au Brésil, où le groupe possède ses propres gisements. Quand vous contrôlez toute la chaîne, du minerai jusqu'à la voiture finie, vous n'avez plus besoin qu'on vous fasse une fleur sur les prix. Vous fixez vous-même votre marge à chaque étage. Au cœur de cette intégration, il y a la batterie Blade. Chimie LFP, donc sans nickel ni cobalt, deux métaux dont les prix flambent et fluctuent selon la géopolitique. Et surtout, une conception cell to pack. Les cellules s'intègrent directement dans le pack sans les structures intermédiaires classiques. Moins de pièces, moins d'assemblage,
moins de poids mort à financer. Ce n'est pas un gadget marketing, c'est une décision d'ingénierie qui retire des coûts à chaque étape de production, littéralement avant même qu'une pièce détachée ne traverse une frontière européenne. Et voilà que le think tank Rhodium Group, dans une analyse relayée par CNBC, avance que cette intégration verticale serait le facteur principal de l'avantage prix chinois, plus déterminant, selon eux, que les subventions d'État elles-mêmes. Je précise, c'est l'évaluation d'un seul centre de recherche, pas un consensus gravé dans le marbre. Mais si cette lecture est juste, alors Bruxelles a peut-être visé le mauvais coupable. La pièce à 17% de taxes tape sur un symptôme visible, pendant que la vraie cause structurelle continue de tourner à plein régime dans les usines chinoises. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans un showroom? La Dolphin Surf, la version européenne de la Seagull chinoise, démarre à 19 990, 22 990 € en Allemagne, 18 650 livres au Royaume-Uni, 19 990 € en France. En face, la Renault 5 e-Tech commence autour de 22 995 livres et la Volkswagen ID.2, elle, vise plutôt les 25 000 €. Ce n'est pas un écart cosmétique, c'est plusieurs milliers d'euros d'écart à autonomie comparable et c'est exactement le genre de différence qui fait basculer une décision d'achat un samedi après-midi. Et cet avantage de prix, il produit un résultat que même moi, en tant que passionné de véhicules électriques, je n'aurais pas parié il y a 2 ans. Sur l'ensemble de 2025, BYD a dépassé Tesla en vente mondiale de véhicules 100% électriques. 2,26 millions d'unités contre 1,64 million. Un écart de plus de 600 000 voitures. Et attention, BYD a fait ça sans vente au détail officiel aux États-Unis. Zéro accès au plus gros marché automobile de la planète, et pourtant premier au classement mondial. Ce basculement n'est pas né en 2025, il couvait depuis 1 an. Dès l'exercice 2024, le chiffre d'affaires de BYD dépassait déjà celui de Tesla. 107 milliards de dollars contre 97,7 milliards. 2 entreprises qu'on adorait comparer comme rivales de statut équivalent viennent, en l'espace de quelques mois, de basculer dans une hiérarchie totalement différente. Et honnêtement, à ce stade, ce n'est plus une success story qu'on peut balayer d'un revers de main en parlant de coup de chance chinois. Mais, et c'est là que je veux être parfaitement honnête avec vous, cette croissance ne tombe pas du ciel gratuitement. À l'intérieur même de la Chine, une guerre des prix a ravagé le secteur entre 2023 et 2025. Environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires évaporé, selon l'Association chinoise des concessionnaires, soit près de 69 milliards de dollars. Le prix moyen d'une voiture y est tombé d'environ 217 000 à 194 000 yuan. Et BYD elle-même n'y échappe pas. Sa marge brute est passée d'environ 22% en 2024 à environ 20% début 2025, avec certains modèles plongeant jusqu'à 14-16%. Alors voilà la question qui me trotte dans la tête en refermant ce chapitre. Si BYD, le géant qui vient de doubler Tesla en vente et en chiffre d'affaires, saigne déjà sa propre marge pour tenir ce rythme chez elle, en Chine, sur son propre terrain de jeu, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour ceux qui essaient de lui tenir tête directement sur ce même marché? Je pense en particulier aux constructeurs allemands, qui réalisent environ 1/3 de leurs ventes justement en Chine. Et la réponse, comme vous allez le voir, est plus inquiétante qu'on ne l'imagine depuis l'Europe. Il y a un détail qui, pour moi, résume tout ce dernier acte. Pendant que BYD ouvre des showrooms à Budapest, Paris ou Manchester, les constructeurs allemands vivent leur pire trimestre en Chine depuis des décennies. Au 2e trimestre 2026, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW et Porsche ont vu leurs ventes chinoises chuter de 30 à 41% sur 1 an. Sur le premier semestre, la baisse dépasse déjà 20% pour chacun d'eux. Ce n'est plus un accident de parcours. C'est un marché qui a changé de main sous leurs yeux, et personne à Wolfsburg n'a vu le tournant arriver à temps. Regardez les chiffres derrière la façade. Le bénéfice opérationnel des coentreprises de Volkswagen en Chine a presque été divisé par 2 en 2025, tombant à 958 millions d'euros. Pour 2026, la prévision se situe entre 200 et 600 millions. BMW, de son côté, a révisé à la baisse la marge attendue de son segment automobile,
la faisant passer d'une fourchette de 4 à 6% à seulement 1 à 3%. Ce sont des groupes qui, il y a 10 ans, dominaient sans partage le marché chinois du premium et qui aujourd'hui rognent leurs marges pour ne pas disparaître. La réponse de Volkswagen est brutale et elle vous concerne directement, même si vous n'achetez jamais une voiture chinoise. Jusqu'à 100 000 emplois supprimés dans le monde, 4 usines fermées en Allemagne. Les plus grandes coupes de l'histoire du groupe. Honnêtement, je dois nuancer ici. Les sources ne permettent pas d'attribuer cette hémorragie à BYD seul. C'est un effondrement plus large du segment premium et du marché chinois dans son ensemble, où la concurrence locale a explosé sur tous les fronts, pas seulement celui de BYD. Mais le symptôme, lui, est réel et il est massif. Pendant ce temps, à Bruxelles, l'histoire des droits de douane n'est pas terminée, loin de là. Les négociations entre l'UE et la Chine sur un mécanisme de prix minimum, censé remplacer les tarifs punitifs, ont échoué en avril 2025. Puis, en décembre 2025, elles ont repris. En janvier 2026, la Commission européenne a publié un document de méthodologie destiné aux constructeurs chinois pour formuler leurs propositions de prix plancher à l'export. Rien n'est signé, rien n'est joué. Ce qui devait être une barrière définitive ressemble de plus en plus à un chantier permanent, où les règles peuvent encore bouger sous nos pieds. Et pendant que les institutions négocient, la réalité s'installe déjà dans votre quotidien. Le réseau de concessionnaires BYD vise 1000 points de vente en Europe fin 2025 et 2000 d'ici 2026, sur 29 marchés. L'usine de Szeged, en Hongrie, monte en cadence au premier semestre 2026. Les prix, eux, parlent d'eux-mêmes. Une Dolphin Surf sous les 20 000 € en France comme en Allemagne, moins cher qu'une Renault 5 e-Tech, moins cher que ce que promet la future ID.2 de Volkswagen. Ce n'est plus une hypothèse lointaine, c'est une option concrète, garée devant chez vous, ou pas loin. Ce qui me ramène à Warren Buffett, et c'est là que la boucle se referme. En 2008, il misait 230 millions de dollars sur un fabricant de batteries chinois inconnu du grand public, avec un pari sur l'automobile encore incertain. En 2025, Berkshire Hathaway s'est complètement retiré du capital de BYD. Pas parce que le pari avait échoué, au contraire. Parce que BYD n'était plus une histoire prometteuse à surveiller de loin. C'était devenu le leader mondial, celui qui a dépassé Tesla en vente et en chiffre d'affaires. Buffett n'a pas fui un échec, il a encaissé une victoire. Le premier investisseur extérieur est sorti au sommet du cycle qu'il avait aidé à financer. Alors voilà où j'en suis, en tant que personne qui regarde ce marché de près depuis un moment. Le tarif de 17% n'a pas arrêté BYD, il a juste rendu la victoire un peu plus chère à obtenir. La marge a reculé, la guerre des prix en Chine a coûté cher à tout le monde, mais la trajectoire, elle, n'a pas dévié. Selon moi, c'est exactement le genre de tendance qu'il faut suivre avant qu'elle ne devienne une évidence pour tout le monde, parce qu'elle finit toujours par redéfinir les prix, la qualité perçue et les habitudes d'achat de tout le secteur, bien au-delà d'une seule marque. La question que Buffett s'est posée en 2008 se pose maintenant à vous, mais à l'envers. Lui est entré dans un pari incertain qui est devenu une certitude. Vous regardez une certitude qui s'installe déjà dans votre showroom local. Et vous feriez le pas? Dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment savoir si vous envisageriez sérieusement une BYD pour votre prochaine voiture ou si le badge compte encore plus que la technologie.